Bonsoir les Itata. Vous connaissez sans doute les 7 merveilles du monde antique, la pyramide de Khéops et le phare d'Alexandrie en Égypte, les jardins suspendus de Babylone en Irak ou encore le colosse de Rhodes en Grèce. Mais la Martinique, elle, est une merveille du monde actuel. C'est en tout cas le message véhiculé par le parc naturel régional de Martinique pour soutenir le dossier de la candidature des volcans et forêts de la montagne Pelée et des Pitons du Nord de la Martinique au patrimoine immatériel de l'UNESCO. C'est cette démarche collective martiniquaise que nous allons vous raconter durant cette émission, une démarche qui aboutira peut-être le 17 septembre à une réponse positive pour la Martinique, moins de 3 ans après l'inscription de la Yole martiniquaise à ce même patrimoine immatériel de l'UNESCO. C'était le jeudi 17 décembre 2020. Et d'ailleurs, Gaëtan Paderna, qui est sur le plateau pour le comité martiniquais du tourisme, s'en souvient, 2020 avait été une grande année pour l'attractivité martiniquaise, puisque cette même année, la Martinique était célébrée par TripAdvisor, voilà. Site internet spécialisé dans le tourisme et les voyages, comme destination émergente. Tout à fait. Destination touristique émergente, parmi les 10 d'ailleurs, les 10 destinations touristiques émergentes de l'année 2020. Bonjour Gaëtan Paderna, parce que j'ai commencé par vous. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes directeur par intérim, directeur général par intérim du comité martiniquais du tourisme. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Face à vous, Guillaume Viscardi, qui lui est, je précise parce que son titre est assez long, directeur du Conservatoire botanique national de Martinique. Bonjour. Face à vous, en diagonale, David Zobda, Bonjour. conseiller exécutif de la collectivité territoriale de la Martinique. C'est ça. Et puis j'aurais dû commencer par elle, mais comme j'ai interpellé Gaëtan Paderna, je termine par elle. Donc, je ne veux pas me tromper, Gabriel Mauvois, responsable des grands projets Nord-Caraïbes et de la mission UNESCO au Parc naturel régional de Martinique. Tout à fait. Donc c'est avec vous qu'on va évoquer cette candidature de la Martinique, et notamment donc, des volcans et forêts de la montagne Pelée et des Pitons du Nord, à l'inscription au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Gabriel Mauvois, cette fois je commence par vous. Expliquez-nous cette candidature. Alors, c'est une candidature au patrimoine mondial matériel. Je me permets de rectifier. Très bien. Puisque le patrimoine immatériel, c'est tout ce qui concerne la culture, les héritages culturels, notamment la Yole, effectivement, qui est inscrite pour ses savoirs et sa transmission au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Donc, nous, c'est une autre convention de l'UNESCO, c'est autre chose. La convention de 1972, qui reconnaît les sites qui possèdent une valeur universelle exceptionnelle, donc qui sont donc uniques au monde. Oui. Donc face à vous, David Zobda. David Zobda, la Martinique, en décembre 2020, voit la Yole inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Donc là, on aura donc, le 17 septembre la réponse à cette candidature de la Martinique et des volcans du Nord et des Pitons du Nord et de la montagne Pelée. Qu'est-ce que ça représente pour la collectivité territoriale de Martinique qu'on ait en 3 ans, en fait, peut-être de reconnaissance comme celle-là? Mais on en a déjà eu une en 2021 aussi, puisque la Martinique est réserve mondiale de biosphère. Oui. Et là, c'est pas l'UNESCO. Si, c'est l'UNESCO. Ah, c'est l'UNESCO également. C'est l'UNESCO aussi. Mais ça veut dire que la Martinique commence dans une palette d'activités à être reconnue mondialement. Ouais. Ça veut dire qu'on nous confère un gage de qualité, un gage qui peut être reconnu par l'ensemble des pays et qui représente quelque chose d'assez extraordinaire. Il y a très peu de pays qui ont 3 titres. Oui. C'est bien la preuve que du point de vue immatériel, donc le patrimoine culturel, on peut aussi imaginer que le Bel-El d'Amiens pourrait être reconnu aussi, puisque c'est assez exceptionnel. Mais sur ce qui nous concerne sur le volcan et les Pitons, là, nous cumulons deux axes qui sont, pour moi, assez exceptionnels, et que ça soit reconnu, ça sera très bien pour le pays, en termes de notoriété, en termes de développement économique, en termes de valeur patrimoniale, en termes de reconnaissance internationale, en termes même de fierté martiniquaise. En général, pour l'attractivité du territoire. Il y a 1000 facteurs qui font que cette reconnaissance peut être considérée comme un signe extrêmement positif. Et c'est tout bénéfice pour le comité martiniquais du tourisme, Gaëtan Paderna, puisque vous allez devoir promouvoir ces joyaux. Tout à fait, et je dis enfin, parce que c'est vrai que dans le prolongement de la Yole et réserve mondiale de biosphère, on a avec cette distinction qui arrive un élément fort qui va participer à la fréquentation des visiteurs,
puisque ça va donner à la destination une visibilité au-delà de nos frontières. Et puis, c'est le gage aussi, donc vous parliez de la qualité, mais aussi de l'engagement éco-responsable. Oui. Et c'est une des orientations que le CMT s'est fixé avec la CTM de développer un tourisme durable. Est-ce que vous avez déjà pu mesurer au niveau du Comité martiniquais du tourisme, je dirais, l'impact de ces différents titres, ces trois titres, ces trois reconnaissances, on va dire, l'AIOL, la Réserve mondiale de biosphère et la candidature de la Martinique Alors, nous menons des actions de valorisation de l'AIOL, de Réserve mondiale de biosphère. Il y a d'ailleurs une campagne locale fière Absolument. de ma biosphère que Belle nous campagne d'affichage, menons, en effectivement. partenariat avec l'association, parce que c'est important aussi qu'il y ait cette appropriation de la population locale. Mesurer, non, mais je veux partager avec vous 2 chiffres. Lorsque Lyon, en 1998, est rentré au patrimoine mondial, l'année suivante, ça a été plus 25% de fréquentation. Et l'île de la Réunion, avec les pitons, cirques et remparts, l'année d'après sa distinction, a vu plus 13%. Donc on peut espérer, avec un plan de communication soutenu, avec également les visiteurs qui vont venir et qui vont démultiplier sur les réseaux sociaux ce qu'ils vont vivre en termes d'expérience à travers cette distinction, on peut espérer une hausse de fréquentation. Alors, ce n'est pas une reconnaissance officielle, mais est-ce que, par exemple, le fait que la Martinique ait été classée parmi les destinations émergentes de 2020 par TripAdvisor vous a apporté quelque chose de plus, nous a apporté quelque chose de plus? Oui, parce qu'aujourd'hui, tout titre mondial, toute reconnaissance mondiale apporte. Il y a foison de labels aujourd'hui, et un label tel que celui de l'UNESCO, c'est un label mondial et qui permet à la destination de se distinguer. Le touriste, il va venir, ne serait-ce que par curiosité, il va vouloir savoir qu'est-ce qui fait que la montagne Pelée et les pitons sont reconnus à l'UNESCO. Donc, il va avoir déjà cette curiosité. Et puis, le touriste, il est aussi en quête de sens, d'authenticité, et on se base aussi sur ces éléments différenciants. C'est important pour lui de comprendre le site où il vit une expérience, mais de comprendre aussi les mesures qui sont mises en place pour protéger ce site, conserver ce site, assurer sa pérennité. Guillaume Viscardi, vous êtes directeur du Conservatoire botanique national de Martinique. Vous êtes au cœur de cette candidature, puisque c'est vous qui avez monté le dossier scientifique, on va dire, c'est ça? Non. Pas tout à fait. Non, dites-nous. c'est pas moi, c'est pas nous qui avons monté le dossier scientifique. Le dossier scientifique, il est en préparation depuis très longtemps. Il a été l'objet de contributions multiples avec des spécialistes de géologie, de botanique, etc. Quel a été votre rôle alors? Nous, on est une association assez jeune et du coup, on est arrivé un petit peu sur la fin. Notre rôle, il a été plutôt de retravailler un peu les données, de les mettre à jour et de faire que des choses qui avaient été préparées il y a de nombreuses années soient plus en accord avec ce qu'on attend aujourd'hui et avec les standards scientifiques contemporains. Quelles sont les grandes lignes alors, scientifiquement parlant, mais également du point de vue du dossier que vous avez préparé, si vous deviez mettre en avant 3 atouts majeurs de cette candidature? Alors, moi je vais parler pour la partie que je maîtrise, c'est-à-dire tout ce qui est biodiversité et surtout tout ce qui a rapport à la flore et aux forêts. La Martinique peut prétendre à ce statut de merveille du monde et de patrimoine mondial de l'UNESCO de par déjà le nombre d'espèces qu'elle abrite, d'espèces endémiques en particulier. On parle essentiellement des espèces botaniques. Alors, moi, je vais vous parler des espèces botaniques. En fait, le critère biodiversité est plutôt sur l'aspect végétal. Donc, à la fois les espèces et aussi les milieux, c'est-à-dire les forêts et leur intégrité. Donc, au niveau des espèces, on a beaucoup d'espèces endémiques. La très grande majorité, quasiment presque toutes les espèces endémiques de Martinique, qui sont à peu près au nombre de 40, sont présentes dans le futur bien UNESCO. Et par rapport aux petites Antilles, la Martinique, de par sa position centrale dans l'arc, en fait, réunit aussi une très grande majorité et au sein du bien UNESCO, une très grande majorité des espèces endémiques des petites Antilles, c'est-à-dire des espèces qui sont présentes à la fois en Martinique et sur au moins une des autres îles des petites Antilles. Donc, ça fait déjà, de par les espèces végétales, ça fait que la Martinique est très représentative et peut-être même la meilleure représentante de l'intégralité de l'arc des petites Antilles. Alors, avant de détailler, Gabriel Mauvois, avec vous la candidature, le contenu de cette candidature, on va voir un film qui a été réalisé qui résume un petit peu la démarche en fait du Parc naturel régional de Martinique.
On a un très très beau film, Gabriel Mauvois, qui résume un petit peu j'ai tous les atouts de la Martinique dans le cadre de cette candidature, mais dites-nous en plus. Alors effectivement, on voit de magnifiques paysages. On voit bien sur cette vidéo l'intégrité dont parlait Guillaume à l'instant. Oui. C'est-à-dire que ça fait aussi partie des arguments qu'on présente devant l'UNESCO, c'est qu'on a des continuités forestières qui sont intactes de 0 à 1397 mètres d'altitude, soit l'altitude de la montagne Pelée. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement rare et dans les Petites Antilles n'existe pas ailleurs, puisque généralement les étages les plus bas sont anthropisés, donc il y a de l'urbanisation, des constructions, etc. Et nous avons la chance, notamment entre Préchère et Grand-Rivière, où il n'y a pas de route, d'avoir cette zone qui est tout à fait dans un état d'intégrité tout à fait exceptionnel. Mais on a aussi beaucoup de chance que ces zones ne soient pas habitables, parce que finalement, c'est ce qui nous permet de mettre en avant ces atouts. Absolument. Alors, il faut savoir qu'elles ne sont pas habitables ni habitées. Enfin, donc, ce sont des zones qui sont déjà protégées par les systèmes de protection les plus forts au niveau national. Donc, il ne va pas y avoir de restrictions supplémentaires suite à l'inscription. Et ce sont des zones où il n'y a aucune activité humaine, aucune construction, pas d'exploitation agricole, pas d'exploitation agricole. Il n'y a que de la forêt, en fait, et donc des sentiers de randonnée. Dans le périmètre du cœur de Bien, voilà, tout à fait. Donc l'espace de 13 980 hectares qui concerne le cœur de Bien, c'est strictement de la forêt. Alors, en dehors des pitons, de la montagne Pelée, des volcans, qu'est-ce que vous avez fait émerger dans cette candidature? Alors, c'est ça, ce sont les pitons essentiellement et la Pelée, donc pour deux raisons. La première, la biodiversité dont a parlé Guillaume Viscardi. La deuxième, il y a un aspect volcanologie, donc le critère 8 de l'UNESCO, le critère de volcanisme, qui présente la montagne Pelée, évidemment. Donc première chose, la montagne Pelée comme volcan iconique reconnu de façon mondiale. Et volcan non éteint. Encore en activité. Tout à fait, tout à fait. On mesure régulièrement les séismes, notamment sur la montagne Pelée. Et qui représente un type volcanique spécifique. Exactement, le type péléen qui a été issu de l'éruption de 1902, qui a eu un retentissement international et qui a apporté beaucoup à la science du point de vue de la volcanologie. Et puis les pitons du Nord également, qui sont issus d'un phénomène géologique qui est très rare. Et on le sait moins, mais qui existe seulement à deux endroits sur la Terre, à Sainte-Lucie et chez nous. Et ces pitons sont, par contre, les volcans de ces pitons sont éteints. Oui, malgré la proximité. Tout à fait. Ils n'ont pas été faits, on va dire, au même moment dans l'histoire géologique de la Martinique. Ouais. David Zobda, c'est du pain béni, ça, pour la CTM? Oui et non. Oui et non, parce que... oui, c'est du pain béni parce que c'est une reconnaissance extraordinaire qui va arriver là. C'est pourquoi je tiens à remercier publiquement les trois présidents du parc qui ont mené cette candidature. C'était d'abord Dany Chaumet, ensuite M. Boutrin et M. Ismet aujourd'hui, et puis les présidents de la région et de la CTM qui ont cru à ce projet, parce qu'il faut tenir dans le temps. Bien sûr. Mais ce que je veux surtout dire, c'est que ça nous confère aussi des responsabilités. Trois types de responsabilités. La première qui est celle de protéger le bien. Et c'est pourquoi Gabriel a parlé tout à l'heure du cœur du bien. Et puis nous avons une zone tampon sur laquelle nous essayons de réglementer les activités qui y sont, même si ça représente, quand on prend le cœur de bien et la zone tampon, une grande partie de notre pays qu'il faut protéger. C'est une responsabilité majeure. Ensuite, il faut valoriser, on va y revenir tout à l'heure sur ce qu'on va faire, notamment sur la formation. Tout à fait. On a parlé de deux critères qui sont les critères géologiques et les critères biologiques. Il est évident que quand on va recevoir des gens de ce niveau-là qui viendront, parce qu'il y a une clientèle qui suit les sites UNESCO, ce sont des gens d'un certain niveau. Oui, et qui viennent davantage pour une observation scientifique ou en tout cas passionnée. En tout cas passionnée et très curieuse. Il va falloir que nos guides, nos accompagnateurs soient formés à tout ça. Bon, on va y revenir tout à l'heure. Mais la troisième responsabilité, c'est de décliner, à l'instar de ce qu'on va faire sur le site, de décliner une véritable stratégie environnementale pour notre pays. Et c'est ça l'enjeu de l'aménagement de nos territoires. Comment concilier à la fois un développement économique, comment concilier un développement humain, tout en préservant l'environnement et en étant en harmonie avec les décisions qui sont prises. Le fait d'aller sur un site comme celui-là et de bénéficier de labels nous confère la responsabilité de
d'harmoniser l'ensemble des stratégies que nous allons porter sur le pays. Donc la responsabilité est forte. Vous avez contribué probablement financièrement à cette candidature, toujours. à la CTM, mais au-delà, quels moyens vous avez mis à disposition du parc naturel, qui est un de vos partenaires majeurs, pour donner tout l'éclat nécessaire à cette candidature? Nous avons soutenu les recrutements qui ont été faits au parc, parce qu'il a fallu que le parc puisse s'équiper puisse recruter des Martiniquais ou autres de grandes compétences. Et donc la CTM y a contribué largement. Nous avons aussi apporté tout l'appui technique et logistique que peut emmener la CTM, y compris par ses propres services. Il y a des agents de la collectivité qui ont fortement contribué tous les jours dans des réunions de travail, dans des thématiques, à débattre et à trouver des solutions pour bonifier la candidature. Et puis, avec d'autres partenaires, comme par exemple le CMT ou d'autres, nous avons aussi beaucoup œuvré au portage de cette candidature. Et puis, l'implication politique est très forte. Ouais. On ne peut pas aller sur une candidature comme celle-là, et on l'a vu quand les inspecteurs de l'UICN sont venus, ils ont besoin de comprendre que, d'une part, la candidature est portée par une population, mais que les responsables politiques s'engagent aussi dans cette candidature, et surtout dans la gestion demain de ce site. Quel plan de gestion demain? Comment s'appuyer? Comment tenir la gestion, la protection et la valorisation du site? Ça, c'est la responsabilité de la collectivité territoriale. Et nous sommes vraiment engagés sur cette candidature et sur l'après-candidature. Tout va commencer après. Oui, tout à fait. Gabriel Mauvois, on peut dire que tout le parc naturel régional de Martinique est solidaire derrière cette candidature. On va voir par exemple le petit film qui a été fait pour les vœux 2023 et qui clairement portait très fort, très haut cette candidature. On est sous le charme, là. C'est une espèce d'avatar, en quelque sorte. Effectivement, tous les agents du parc sont mobilisés. On est tous à fond derrière cette candidature depuis des années. Et franchement, je remercie. Depuis des années. Ça fait combien de temps que vous avez démarré On a la maîtrise d'ouvrage déléguée pour le compte de la CTM depuis 2015. Ah donc, oui, d'accord. Voilà, donc 8 ans déjà. On est tous mobilisés sur cette candidature. Tous les services du parc sont... Et notamment Malika Nestoré, qui est la responsable communication et qui a un petit peu coordonné tout ça. Tout à fait. Alors, il ne faut pas non plus oublier un partenaire qui est incontournable, celui de le partenariat de l'État. Oui. L'État s'est très mobilisé, les services de l'État ont été très mobilisés, l'ADEAL notamment. Je pense à une chef de service qui est aujourd'hui partie, Céline Croisy, qui est partie aux États-Unis, mais qui a eu un rôle majeur dans notre candidature. Elle s'est impliquée personnellement, au-delà même de ses responsabilités professionnelles. Elle a pris la plume, elle a écrit une partie. Il y a quand même un travail considérable de l'ADEAL. Et je veux là lui rendre hommage parce que vraiment elle s'est impliquée comme les gens s'impliquent quand ils aiment la Martinique. C'est intéressant de voir un conseiller exécutif de la CTM mettre en avant un service de l'État. Non, parce que je suis très honnête. C'est de la bonne gouvernance. Non, c'est parce que je le dis avec sincérité, avec honnêteté. Je sais l'engagement qu'elle a porté sur cette candidature pendant très longtemps. Elle s'est impliquée personnellement, vraiment, avec amour et avec passion. Et ça, il faut le reconnaître, il faut le dire très fortement. Les services de l'État, de toute façon, sont incontournables dans ce type de candidature, jeu, y compris jusqu'à maintenant sur la candidature, parce qu'il y a un travail de lobbying, un travail de proximité avec les ambassadeurs, donc un gros travail diplomatique qu'il faut faire, et les services de l'État sont engagés. Tout à fait. Guillaume Biscardi, donc si on se recentre sur la botanique, puisque c'est votre cœur d'activité, donnez-nous quelques exemples de cette richesse de la biodiversité martiniquaise et qui a été incluse dans cette candidature-là. Alors, c'est essentiellement les espèces endémiques de Martinique, c'est-à-dire qui n'existent que ici. Alors, espèces endémiques, celles qui n'existent que à un endroit particulier. Qui sont nées ici et qui ont poussé ici. Exactement, qui se sont transformées ici, on va dire. C'est ça. Et donc, les espèces qui ne sont présentes qu'en Martinique, des espèces qui aussi... Quelques exemples, par exemple, justement... moi, je vais citer l'emblème du conservatoire botanique, la fleur boule montagne, l'Obelia conglobata, qui est notre
notre emblème historique. On a aussi des espèces de la famille des broméliacées, donc de l'ananas, comme l'ananas montagne qui pousse sur la montagne Pelée également. On peut en citer beaucoup. On a d'autres du fuchsia aussi, le fuchsia montagne qui est endémique strict de Martinique. Vous ne citez pas d'espèces qu'on connaisse vraiment. Ce sont des espèces un peu cachées, on va dire. Ne les connaissent que ceux qui vont sur ces sommets. Ouais. Et effectivement, autant la montagne Pelée est à peu près accessible, autant les pitons du Carbet, effectivement, il faut quand même un peu plus d'engagement pour y aller et de forme physique. Gaëtan Padet, je vous vois déjà réfléchir. Il y a quelque chose à faire, notamment concernant la promotion de ces espèces botaniques remarquables. Tout à fait. Est-ce que ça peut être le rôle aussi du Comité martiniquais du tourisme, au-delà des sites exceptionnels qu'on a pour les vacances, notamment? Oui, tout à fait, parce que quand on regarde, nous, aujourd'hui, la première motivation d'un visiteur en Martinique, ça reste le balnéaire, la plage, le ciel bleu. Et donc, petit à petit, nous, on essaye de faire évoluer ce positionnement pour leur dire qu'au-delà du balnéaire, il y a une culture, une richesse naturelle, patrimoniale. Et cette distinction va aider à justement attirer de nouvelles cibles par rapport à ce positionnement. Il y a aussi, M. Zobda parlait d'engagement de qualité, on a aussi au niveau du touriste à lui communiquer un certain nombre d'informations pour que lui aussi se sente responsable par rapport au territoire qu'il visite. Il a lui aussi un engagement en termes de gestes, d'attitude, parce qu'il rentre dans un territoire qui est préservé. Enfin, sur cette partie promotion, on a déjà vu quelques signes qui commencent à venir. Je prends le cas de la croisière. Nous avons, avec la saison à venir, nous avons 32 escales. La saison qui démarre début novembre. Voilà, nous avons 32 escales au niveau de Saint-Pierre. Donc ça veut dire un potentiel de 13 000 visiteurs qui vont bien entendu rester prioritairement, et on est plutôt sur des CSP+, rester prioritairement sur toute cette région du Nord. Donc, à nous aussi d'aider, je dirais, la mise en scène, la mise en produit de ce territoire, tout en le préservant. Donc, il y a un réel enjeu d'arriver à concilier attractivité du territoire et puis en même temps, préservation des sites, pérennisation pour les générations futures. Alors, vous parlez effectivement de l'impact sur place, mais par exemple, il y a 2 événements majeurs pour le Comité martiniquais du tourisme qui vont avoir lieu dans les 2 mois qui viennent. Il y a notamment le Topresa, le Salon des professionnels du tourisme et du voyage, qui va se passer, je crois, cette année plus tard, début octobre. C'est la première semaine d'octobre. Voilà, et non septembre comme d'habitude. Il se trouve qu'on aura déjà le résultat. C'est bien ça, hein, Gabriel, hein. On aura déjà le résultat. Nous sommes déjà, en fait, très bien. calés sur la base de ce résultat. Et donc, nous avons, ne serait-ce que déjà au niveau de notre stand, pris les devants. Et bien entendu, la thématique principale vous aurez un stand tout vert va être la valorisation. Ou en forme de montagne Pelée. Vous aurez la surprise avec peut-être les espèces que monsieur citait en visualisation. Parce que ce qui est intéressant aussi, c'est que le numérique permet... Bien sûr. Même en étant au Topresa. On l'a vu tout à l'heure avec ce très beau film sur les vœux 2023 et ce jeune homme qui n'existe pas en fait. C'est un personnage virtuel, un avatar. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais de créer une immersion, même en étant à Paris, et donc d'avoir un avant-goût du voyage que le grand public pourra faire ou les professionnels. Et puis il y a pour la deuxième année, la deuxième édition consécutive, donc après 2021, l'arrivée de la Transat Jacques Vabre en Martinique en novembre 2023. Avec avant ça, un mois avant, au Havre, le village départ de cette Transat Jacques Vabre, là aussi... Tout à fait, à partir du 20 octobre, donc nous aurons une halle Martinique de plus de 200 mètres carrés. Et là aussi, nous allons capitaliser sur cette distinction. Sur d'autres actions aussi à l'international, comme je le disais tout à l'heure, ce mot UNESCO, il est universel, il est international. Donc on va vraiment marquer le coup sur nos actions sur les marchés américains, que ce soit les USA, que ce soit également le Canada, pour attirer plus de clientèle, mais une clientèle aussi un peu plus motivée par les différents aspects véhiculés par cette candidature. Alors pour ceux qui ne seraient pas au courant, parce que c'est vrai que 2021 était très spécial, la première édition de l'arrivée de la Transat Jacques Vabre en Martinique s'est passée en pleine crise sanitaire, avec des manifestations autour du pass sanitaire, autour de l'obligation vaccinale des soignants. On sait que le village d'arrivée avait été un petit peu perturbé. Cette année, a priori, c'est grand ciel bleu. Alors, c'est grand ciel bleu, et tant mieux. Donc, à partir du 12 novembre, il y aura le village d'accueil au niveau de la Pointe-Simon, avec une thématique
bien entendu, développé autour du développement durable, du tout à fait. tourisme durable. Un autre point aussi qui est important pour nous, c'est d'arriver à mettre en produit ces candidatures, ou plutôt ces distinctions UNESCO. Donc nous sommes en train de réfléchir à des circuits UNESCO. Bien sûr, toute la Martinique est intéressante à travers ses richesses, mais on se dit qu'il y a peut-être là, sur 1 ou 2 journées, à créer un circuit qui, bien entendu, combinerait des éléments liés à la montagne Pelée, au Piton, mais également à l'Aïole, à Réserve mondiale de biosphère, puisqu'on a 3 distinctions, à nous de les mettre en scène et qu'elles contribuent à l'attractivité du territoire. David Zobda, on sait que vous y réfléchissez depuis longtemps à la CTM, de savoir comment mettre en lumière, comment exploiter ces opportunités, surtout ces titres-là. Qu'est-ce que vous nous préparez? Nous préparons un certain nombre de choses. Évidemment, il faut aménager le site, ou les sites. Donc, parce que les pitons, pour le moment, ils sont très difficilement accessibles, contrairement à la montagne Pelée. Voilà. Il faut qu'on détermine des zones d'accès. À partir Mais aussi des garde-fous, parce qu'il ne faut pas qu'on se retrouve envahi. C'est bien pour ça qu'on ne peut pas non plus dire aux gens, vous pouvez y aller n'importe où, n'importe comment, par n'importe quel chemin. Ça peut être même dangereux. Donc, on a déjà connu des accidents en montagne. Donc, il vaut mieux aménager, avoir des points d'accueil. Et ensuite, des circuits qui seront bien déterminés. Ensuite, il faut former. Je l'ai dit tout à l'heure, il faut former les guides, il faut qu'on ait une capacité d'accueil humaine assez intéressante. Et puis, il faut ensuite pouvoir, je l'ai dit tout à l'heure, aussi décliner cette qualité environnementale ailleurs. Et pour ça, il faut compter sur les Martiniquais. Ça, c'est quelque chose c'est une responsabilité encore qui nous incombe, celle de diffuser auprès de tous les Martiniquais cette fierté d'avoir ces labels-là, mais la responsabilité que nous avons de tenir la Martinique propre, d'une part, et ensuite de pouvoir préserver les autres sites que nous connaissons, par exemple le site des Salines, qui est un site remarquable sur lequel nous travaillons. On a une opération grand site qui se développe sur les Salines. Sur les randonnées pédestres également, les sentiers de randonnée pédestre, on sait qu'il y en a quelques-uns qui méritent d'être aménagés. Qui méritent d'être réaménagés, d'être mieux entretenus. Et ça, nous sommes en lien avec l'ONF sur cette affaire. Donc, il y a aussi le parcours sportif, le parcours de santé de Mont-Cabri, David Zobda. De Mont-Cabri, oui, tout à fait. Ce n'est pas le parcours lui-même qui est en difficulté, c'est la voie d'accès qui mène à Mont-Cabri, avec laquelle nous avons quelques difficultés depuis longtemps, puisqu'on est en pleine mangrove, et évidemment, la route a tendance à s'affaisser. Donc, on a de nouvelles techniques de construction. Vous devez avoir un beau budget aussi d'asphalte, parce que pour l'asphalte, parce que vous êtes obligé de refaire régulièrement la route d'accès. Bon, c'est un exemple sur le Lamentin, mais je veux dire, en Martinique, d'une manière générale, il y a une stratégie d'équipement de notre pays, d'identification des sites remarquables et de valorisation de ces sites remarquables. Il faut vraiment que cette biodiversité nous serve vraiment à quelque chose. On dit que c'est une richesse, mais il faut que ça se transforme et que la Martinique voit vraiment l'impact de la biodiversité sur leur quotidien. Et ça, c'est la responsabilité de la collectivité, de responsabiliser les Martiniquais, mais aussi de pouvoir bien déterminer et exploiter les sites qui nous sont propres. Gabriel Mauvois, donc vous êtes, je le répète, un responsable des grands projets en Caraïbes, donc on est en plein dans votre zone de chalandise, j'allais dire presque, et puis de la mission UNESCO. Alors expliquez-nous un petit peu quelle a été comment vous êtes organisé au parc pour, est-ce que, par exemple, quand une ville est candidate aux Jeux Olympiques, à l'organisation des Jeux Olympiques, vous êtes allé, vous avez voyagé, vous avez montré des films, vous avez reçu ici des missions, comment ça s'est passé? Alors, le parc naturel régional coordonne effectivement la candidature, mais on n'est pas tout seul. On a, comme l'a dit M. Zobda, la CTM. Donc, en fait, l'équipe projet en elle-même est composée donc, de 2 chargés de mission au parc, mais aussi d'un chargé de mission à la CTM. Il y a donc Mme Kouazi l'ADL également qui est impliquée, et puis aussi l'ONF, qui fait partie des personnes qui travaillent sur la candidature. La difficulté, entre guillemets, ça a été de trouver les informations qu'on allait mettre dans le dossier de candidature. Et comme a indiqué Guillaume Giscardi, on a fait appel.
On a découvert beaucoup de choses. On a fait appel à tous les scientifiques qui existaient aussi bien au niveau local que national que international. Et ça a été justement un travail considérable de pouvoir rassembler ces données dans le dossier et de montrer justement cette valeur universelle exceptionnelle qu'il a fallu prouver et qui a été reconnue d'ailleurs par l'UICN comme étant véritable. On a vraiment quelque chose d'exceptionnel dans notre bien qui mérite d'être reconnu au patrimoine mondial. Il faut vraiment garder le suspense, ou vous êtes convaincu que la Martinique va être satisfaite le 17 Pour ma part, décembre. je suis convaincue, bien évidemment, mais après, Le 17 septembre, je ne décidément. peux pas présager de ce qui va se passer dans l'enceinte du comité du patrimoine mondial. Nous sommes tous tout à fait convaincus que nous méritons ce titre. Quand on voit ces images, on n'a pas de doute. Hein. Voilà, Non, donc... Le problème est aussi politique. Oui. Exactement. Et c'est très diplomatique, les choix. Pour politique internationale ou politique nationale? Non, internationale. Écoutez, pour ne rien vous cacher, il y a un comité qui va voter. Dans ce comité, ce sont des ambassadeurs qui représentent leur pays. Et pour certains de ces pays, ils sont en conflit avec la France. D'autres sont en conflit avec la Russie, etc. etc. Donc, évidemment, il y a des soutiens qui sont portés à telle ou telle candidature et pas à l'autre. Donc, le jeu diplomatique fait qu'il faut évidemment partir, aller les rencontrer, aller discuter. C'est pourquoi nous avions invité une série d'ambassadeurs ici à Martinique pour les sensibiliser à la qualité de notre projet et recueillir leur adhésion. C'est pourquoi le président d'Etchimi est parti à Paris et dans ses nombreuses missions, il sera accompagné d'ailleurs de Gabriel, il aura une soirée où il va recevoir toute une série d'ambassadeurs pour présenter la candidature. C'est vraiment comme la candidature pour les Jeux Olympiques. C'est exactement ça. Je dirais une campagne d'influence. Le premier élément, c'est qu'il faut avoir un dossier solide, très sûr de son dossier. Et le deuxième volet, c'est l'action diplomatique. Donc, la différence, c'est le budget. On n'a pas le même budget. On n'a pas le même budget. Alors, il y a un autre point sur lequel je n'ai pas insisté, mais je pense qu'il faut le dire parce que les Martiniquais doivent en être conscients, c'est que quand on travaille sur la biodiversité, quand on la met en valeur comme ça, eh bien, il faut poursuivre. Il faut poursuivre vers la recherche et le développement. Et c'est pourquoi il y a... Mais c'est pas une fin en soi, c'est même le début de quelque chose. C'est bien pour ça que je dis que c'est le début de quelque chose, parce que l'aventure de la recherche et du développement est fondamentale. On va trouver dans la richesse que nous avons les moyens de développer des médicaments, des plantes, etc. On va trouver des choses. C'est pourquoi la CTM soutient un laboratoire qui s'appelle c'est le CTBiome. La ville du Lamentin elle-même a un projet sur Caribiotech. Il y a des chercheurs comme M. Nosset et d'autres qui travaillent déjà sur la biodiversité. Il y a tout un avenir ouvert sur la biodiversité et c'est porteur de richesse pour notre pays, d'intelligence et de développement. Gaëtan Padet, on a David Zobdar, va devoir vous libérer, mais juste un mot de conclusion pour cette émission, Gaëtan. On a bien compris que le CMT aujourd'hui attend avec beaucoup d'optimisme, puisque vous avez déjà passé commande, aussi bien pour l'Autopresa que pour la Transat Jacques Vabre. Pour des voyages de presse également. Absolument. Pour vous, au CMT, je dirais un événement comme celui-là, si la Martinique, effectivement, nos Pitons du Nord et la montagne Pelée sont reconnus, ça représente combien d'années de travail derrière? Parce qu'on peut se refaire de façon quasiment permanente sur ce type d'atout. Alors, en année de travail, ce serait difficile à chiffrer. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une opportunité économique qui est réelle et qui est encore plus intéressante parce qu'elle s'intègre vraiment dans l'orientation du CMT. Est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, qu'au CMT, vous ayez quelqu'un qui soit responsable de la communication autour de la biodiversité, autour de ces atouts naturels? Alors, nous avons déjà une chargée de mission qui travaille plus sur la partie produit. Et nous, au niveau de la communication et de la promotion, je dirais que c'est un peu comme l'anglais, c'est un langage, un vocabulaire aujourd'hui sur tout ce qui tourne autour du tourisme durable, qui ne doit pas être segmenté à un collaborateur, mais qui doit être chez l'ensemble des collaborateurs, parce que c'est aujourd'hui un élément différenciant, c'est-à-dire de plus en plus, le touriste va choisir une destination qui lui propose du sens, de l'authenticité,
et qui a engagé une démarche vers un tourisme durable. Et dans ce sens, cette candidature, et moi je suis convaincu que nous l'aurons le 17 septembre, va contribuer à cela. David Zobda, il y a quand même de gros efforts à faire pour que la Martinique soit aussi belle que sur les photos, là, partout. Ah non, on n'a pas inventé les photos, elles existent. Hein. Non, pas les photos, les images. Non, je veux dire, non, mais bien sûr, non, mais que la Martinique soit aussi belle partout. Partout, oui, tout à fait. On sait qu'on a une problématique énorme qui concerne notamment les décharges sauvages et les véhicules hors d'usage, n'est-ce Oui, pas? bien sûr. On sait que la CTM s'y attelle déjà depuis un certain temps, depuis même la région à l'époque. Est-ce que vous avez vraiment l'impression qu'on progresse à ce niveau-là? Oui, j'ai l'impression qu'on progresse. Je sais qu'on va progresser. On n'est pas, évidemment, ce ne sont pas des choses que l'on règle avec un coup de baguette magique en se disant je décide de ça et puis demain matin tout est clean. C'est pas vrai. Il faut faire des efforts à la fois sur les moyens que l'on met pour traiter les VHU, la stratégie que l'on a pour les sortir et pour créer une vraie filière. Et puis il faut faire évoluer les mentalités. J'ai été surpris tout récemment. J'étais à un séminaire ou à une conférence sur le campus et dans l'allocution que j'avais donnée en ouverture de ce colloque, je disais que j'étais très confiant sur l'avenir parce que ça fait 10 ans qu'on a entrepris des campagnes dans les écoles et tout ça et que je suis persuadé que les nouvelles générations vont progressivement remplacer les vieilles mentalités. Oui. Et puis finalement, le bureau d'études qui a fait l'étude du comportement des Martiniquais a indiqué que les plus difficiles, c'était ceux qui avaient entre 20 et 25 ans. Et puis je me suis interrogé, je me suis dit, mais il y a un problème. Ça veut dire que sur 10 ans, ces gamins-là, ils avaient entre 10 et 15 ans quand on a commencé les campagnes à l'école. Et ça veut dire qu'ils sont pires. Ça veut dire qu'on a loupé quelque chose. Ça veut dire qu'il faut remettre en cause les méthodes que nous avons utilisées, les messages que l'on faisait passer, la communication que l'on faisait à l'école. Ça veut dire qu'on a un peu raté ça. Donc, sans déloigner quand même les générations plus anciennes, parce qu'on sait très bien que notamment pour les épaves de véhicules, les véhicules hors d'usage, on en voit partout et on a malheureusement certains Martiniquais garagistes qui se laissent un peu aller. Bien sûr, je dis ça parce que c'est un effort permanent. Il faut réadapter le message aux nouvelles générations, à chaque génération, mais il faut faire évoluer, changer les mentalités. C'est le travail le plus important que nous devons faire. Sur le plan technique, on va y arriver. On sait très bien comment traiter la filière des VHU, on sait très bien comment créer des déchetteries, on sait très bien qu'il y a une structuration du traitement et de la valorisation des déchets qu'il faut poursuivre, on a fait des efforts énormes, on a fermé les décharges à ciel ouvert, etc. Mais malgré tout, se pose un certain nombre de problèmes sur la filière. Nous savons ce qu'il faut faire techniquement. Donc il faut concilier à la fois le travail technique, mais en même temps l'évolution des mentalités. Merci beaucoup David Zobda, merci Gaëtan Paderna. On va lancer une petite vidéo pendant laquelle vous allez vous éclipser. Et on aura Annick Jubeno, donc de l'association La Sautet, et également Malika Nestoré, responsable communication au Parc Naturel, qui vont vous succéder. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et on regarde tout de suite un film réalisé par Patrick Chamoiseau et Guy Deslauriers, je crois, c'est bien ça Gabriel, il me semble. C'est ça. Qui s'appelle donc Volcan Liberté. On en regarde 2 minutes à peu près et on se retrouve juste après. Début 2021, les autorités françaises ont soumis au patrimoine mondial de l'UNESCO la candidature des biens naturels martiniquais que sont la montagne Pelée et les pitons du Carbet. Le comité de classement rendra sa décision courant septembre 2023, à Riyad, en Arabie Saoudite. Le bien que les Martiniquais proposent unanimement à cette haute distinction est incontestablement un monstre, au sens de prodige et de merveille, volcanique, géologique et bioécologique. Mais la puissance de ce monument naturel s'étend bien au-delà de ses vertus considérables. La montagne Pelée est l'ultime volcan vivant de la Martinique. Sa morphogénèse, avec ses strates, ses pentes douces ou abruptes, ses bosses veloutées, ses cassures reliées à ses élévations inouïes que sont les grands pitons, constitue à ce jour une singularité géognostique impériale. Mais c'est aussi un ensemble d'écosystèmes forestiers, végétaux, faunistiques, bien conservés et, dès lors, bondés de trésors endémiques. Il témoigne d'une sorte exemplaire de ce chaos opéra, tellurique, qui a donné naissance à l'archipel caraïbéen.
tant dans son alphabet géologique que dans ses œuvres magmatiques, où d'innombrables présences vivantes ont trouvé un berceau. De plus, il est en soi un emblème majeur du volcanisme. Lors de l'éruption de 1902, en révélant au monde l'existence des volcans explosifs, il a offert à la science un banc de connaissances et une classification opérationnelle qui allait sauver bien des vies. Bonjour Malika Nestoré. Bonjour Jean-Marc Cormouel. Vous êtes responsable de la communication au Parc naturel régional de Martinique. Alors on a vu le début de ce très beau film, Oui. Texte de Patrick Chamoiseau, voix de Lucien Jean-Baptiste. Voilà, sur des Alors images j'en ai parlé de Guy géographiques. Laurier, voilà, mais Ouais. ce n'est pas lui. Voilà. C'est le grand complice de Patrick Chamoiseau. Alors dites-nous, pourquoi ce film Alors, ce film, alors je profite pour le dire, parmi les personnes qui sont à l'origine de ce projet, en tout cas qui étaient là en premier, il y a effectivement M. Chamoiseau, qui est vraiment quelqu'un qui a milité et continue à militer. Et alors qu'il est un tout petit peu plus en retrait ces temps-ci, il a quand même tenu à apporter sa contribution. Et ce texte, en fait, était l'une de ses contributions qu'il a d'abord confiée au Monde, au journal Le Monde. Voilà. Et puis, par la suite, il nous l'a confié en nous disant qu'il aimerait bien qu'il soit valorisé par Lucien Jean-Baptiste, qui a accepté de poser sa voix sur son texte. Et donc, on a mis avec les images géographiques. Et ça donne effectivement un très beau plaidoyer pour ces pitons et cette montagne pelée. Le film s'appelle Volcan Liberté. Il est visible sur YouTube, Tout sur à la page fait. YouTube du Parc naturel. Tout à fait, tout à fait. Et vous avez beaucoup de visites déjà sur ce film? Alors oui, il me semble qu'on était à plus de 2000, Oui, c'est ça. voilà. Et il est relativement récent. Et il est relativement récent, il a quelques mois. C'est vrai qu'on l'a beaucoup diffusé parce qu'effectivement, il était porteur de messages. Et donc, effectivement, il a beaucoup été vu et je suppose continuera à être beaucoup vu. Et on va inciter les Martiniquais et les autres à liker le film sur YouTube, puisque ça peut aider aussi à montrer... Alors, effectivement, la démarche de communication que nous menons, puisqu'on l'a dit, M. Zobda le disait à l'instant, c'est beaucoup de la diplomatie internationale. Mais au-delà de cette diplomatie internationale, l'UNESCO a aussi besoin de voir que le peuple soutient cette candidature et on est d'accord. Et donc c'est pour ça qu'on invite et qu'on incite les gens à pouvoir relayer tout ce qui est vidéo. Il y a énormément de contenu vidéo, photos que l'on peut trouver sur les réseaux sociaux, sur le site martiniquemerveilledumonde.com, sur YouTube. Et donc avec le hashtag Martinique Merveille du Monde que les gens reprennent énormément. Et donc, il est possible effectivement d'apporter son soutien à cette candidature qui le mérite. Puis ils peuvent aussi faire des selfies ou des enregistrements Ils peuvent faire des selfies, sur WhatsApp, des se les vidéos. partager. Ils peuvent faire vraiment, en fait, l'essentiel, c'est qu'ils se l'approprient. On a effectivement pouvoir filmer les pitons comme nous avons eu l'opportunité de le faire, n'est pas donné à tout le monde. Donc, on a ces images-là. Oui, parce qu'il y a du drone aussi. Oui, donc effectivement. forcément. Il y a effectivement du drone, il y a eu des photos. Bon, là, on est dans le cadre de choses un peu plus animées, mais on a eu des photos réalisées avec des avions, enfin vraiment, pour pouvoir aller au cœur du bien UNESCO. Et donc, oui, ils peuvent témoigner de leur soutien sous toute forme que possible, parce que Martinique Merveille du Monde, c'est aussi eux. Voilà. Bonjour Annick Jubénaud. Bonjour, Vous êtes la fondatrice et la directrice de l'association L'Assautais. tout à Alors fait. l'Assautais, si on traduit, c'est un terme créole, c'est à l'assaut de la terre, quelque On part. dit ça comme ça. Non, comment? Dites-nous. Alors, la sautait, aujourd'hui, il n'y a pas eu vraiment d'études au niveau linguistique, Oui. mais on suppose que ça vient du nom du tambour qui est utilisé au niveau du Bénin, de l'ancien Haute-Volta, le Burkina Faso, qu'on appelait Oto, et qui était utilisé aussi bien dans les travaux des champs que dans la partie des travaux spirituels, etc. Et puis, bon, maintenant, le français aidant, on peut dire aussi à l'assaut de la terre, ça ne nous pose aucun problème, nous ne sommes pas Même des si à puristes. l'assaut de la terre, ça fait un peu agressif. La terre, il faut la caresser, quoi. Surtout que nous, on ne sommes pas des exploitants agricoles, nous sommes des ex-habitants. Donc, on aime la terre, on travaille la terre, on l'amende pour pouvoir lui permettre de nous donner du fruit. Alors l'Assautais, parlez-nous un petit peu de la vocation de cette association que vous avez créée il y a combien de temps déjà? Alors, 2008. 15 ans, pile. Oui. Oui.
2008, mais il faut savoir que le travail de recherche avec Joël Minin, avec les anciens qui malheureusement sont tous partis aujourd'hui, eh bien, ça date de 2005. C'est un pari fou et avec l'aide d'une journaliste canadienne qui nous a dit « mais vous parlez, pourquoi vous ne le faites pas revivre ?» Et c'est comme ça que, eh ben, avec l'aide de tous les anciens de Fonds-Saint-Denis et de la population denisienne, nous avons fait repartir le La Sautais. C'est un peu le coup de main. C'est pas un peu, c'est une forme de coup de main, parce qu'il y en a beaucoup plus. Il y a beaucoup de types de coups de main selon les travaux, etc. Et puis, on a eu la chance d'avoir quelqu'un qui a fait un travail merveilleux depuis les années 80, qui était Isambert Duriveau, qui est de l'autre côté des Pitons, puisque c'est au Mont-Nevers, et qui nous a apporté tout le travail de collecte d'informations qu'il a fait. Et voilà comment les choses se font. Et aujourd'hui, tout le monde parle de La Sautais, mais c'est grâce à un tout petit groupe de personnes à qui on avait dit c'est bah Viennex ça peut marcher. Alors comment est-ce que La Sautais, l'association La Sautais s'inscrit dans le cadre de cette candidature de la Martinique? On ne peut pas. Vous savez, je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on comprenne que tout fonctionne en osmose. Le patrimoine culturel immatériel n'est pas coupé du patrimoine culturel, du patrimoine matériel, encore plus du patrimoine naturel, matériel dans lequel nous vivons. Il faut bien comprendre que les gens qui sont issus des sociétés La Sautais, parce qu'une société La Sautais, c'est véritablement une organisation avec un certain nombre de principes, c'était le respect de la terre. On ne défrichait pas pour défricher. On utilise des associations de plantes pour ne pas avoir utilisé de produits phytopharmaceutiques. On était dans caresser la forêt parce que c'est elle qui va... La terre. Tout à fait. Parce que c'est grâce à elle qu'on pouvait, grâce à la terre végétale qu'il y a du fait des cendres de la montagne pelée, mais en plus de la dégradation des plantes qui est en très grande quantité, qui fait une terre excessivement fertile. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles Fonds-Saint-Denis, Mont-Nevers, Gros-Morne, Saint-Joseph, c'est-à-dire tout cet espace autour des Pitons, eh bien, on retrouve des pratiques qui sont des pratiques purement écologiques. Aujourd'hui, on parle de permaculture. Nous l'avons toujours fait. Si on ne l'avait pas fait, mais aujourd'hui, on n'aurait pas mangé. Et c'est tout un principe. La permaculture, c'est la culture sous serre, c'est ça, partiellement, pas du tout. La permaculture, c'est l'utilisation d'un certain nombre de pratiques de dégradation du végétal pour permettre la fertilisation de la terre. Mais c'est ce que nous avons fait. Donc maintenant, on emploie plein de grands mots, mais c'est ce que nous faisons, comme le paillage, comme on parle de biochar, on a toujours fait tout ça, sauf que c'était des principes que les anciens faisaient, mais ils ne pouvaient pas expliquer scientifiquement, occidentalement parlant, ce qui se passait. Mais dans leur science, ils avaient complètement la maîtrise et le savoir-faire de la pratique. Monsieur Viscardi, ça vous parle, ça, ce que dit Madame Juveno? Oui, alors ça me parle parce que je m'y intéresse aussi un petit peu à côté. C'est pas mon domaine d'expertise, c'est pas vraiment mon domaine d'expertise, l'agriculture. Nous, on est plutôt dans l'étude de la biodiversité. Mais là, on est plus que dans l'agriculture. On est vraiment dans une démarche culturelle, patrimoniale, quelque part. Alors, oui, mais c'est aussi surtout une démarche de préservation de la terre. Parce qu'il faut bien comprendre qu'à l'époque, les gens, il fallait absolument avoir du rendement, mais avec des pratiques qui sont des pratiques respectueuses du territoire. Donc, pour vous donner un petit exemple, je suis ingénieur, mais pas en agronomie. Mon premier cours d'agronomie, c'est M. Sylvain Perrier qui me l'a donné. Un jour, j'arrive, je lui dis « Oui, mais pourquoi tu n'es pas membre de l'association ?» Et il me prend 2 graines d'avocat qu'il avait plantées dans 2 pots. Dans un pot, il y avait un super bel arbuste, mais dans lequel il mettait de l'engrais. Il m'a dit « Ça, c'est de la mort. » Et puis à côté, il y avait un autre arbuste dans lequel il mettait les restes de ce qu'il mangeait, des fruits, un petit peu de terre. Et c'était rempli de lombriques, de cabribois, plein d'animaux dedans. Il me dit, ça c'est la vie. Un écosystème naturel. Voilà. Et il me dit, ça c'est la vie. Tu vois, il est moins beau l'arbre. Mais lui, il va résister à tout. Celui-là, il est très beau. Mais il est mort, mais il ne sait pas encore qu'il est mort. Le jour où j'arrête l'engrais, la terre, elle est complètement désertifiée et ça va mourir. C'est ça qu'il faut faire. Ça, c'est pas bon. Donc... Ouais. Monsieur Viscardi, donc, je reviens à vous. Le Mont Conil. Oui. Je n'avais jamais entendu parler de ce mont.
Oui. Dites-nous où il est. Alors il est au nord-ouest de la montagne Pelée, c'est le sommet d'un massif qui est plus ancien que la montagne Pelée. Qui du coup abrite une flore assez extraordinaire. Ça tombe bien que vous m'en parliez, j'y étais il y a moins de 3 semaines, pas tout à fait au sommet, très difficile d'y accéder. C'est un des endroits, c'est vraiment un des endroits les plus intéressants du bien UNESCO, du futur bien UNESCO. Dans ce massif du Mont Conil, là on a le pain de sucre aussi, on a d'autres sommets. On est de quel côté? On est plus côté prêcheur? Nord-ouest de la montagne Pelée. Oui, mais nord-ouest pour les téléspectateurs, ça ne veut pas forcément dire autre chose. Entre Prêcheur et Grand-Rivière. C'est ça. C'est tous les sommets qui dominent tout près de la Dominique, le sentier. Bon, on la voit très bien de là-haut, Et donc, du coup, oui, c'est vraiment des endroits où... avec des espèces endémiques, là aussi, très particulières? Alors, avec des espèces endémiques très particulières, oui, mais qu'on peut retrouver aussi sur les pitons du Carbet ou sur la montagne Pelée, mais surtout avec des espèces qui, vu que c'est plus ancien que la Pelée et les pitons, avec des espèces qui sont installées là-bas, qui ne sont pas encore sur les pitons et la montagne Pelée. On peut retrouver par exemple des espèces présentes en Dominique et en Guadeloupe, mais qui sont très très rares en Martinique, mais par contre qui sont posées sur les sommets du piton Mont-Conil. Donc c'est très intéressant, et en plus comme c'est des reliefs assez contrariés, c'est des endroits au fait où l'homme n'est quasiment jamais allé. Il y a très très peu de botanistes qui ont mis les pieds là-haut, et du coup nous on est certain qu'il y a encore des choses très intéressantes à trouver là-haut. Gabriel Mauvois, vous avez appris plein de choses. Ah oui, ça c'est... Entre le Mont Conil, que peu d'entre nous connaissaient, je pense, en dehors de ceux qui habitent la région, quoi encore? Qu'est-ce que vous avez appris d'autre? Aussi bien sur l'aspect biodiversité que sur l'aspect volcanologie, le fait de côtoyer des scientifiques, des experts dans leur domaine, forcément, en termes d'espèces par exemple, j'ai découvert qu'il y avait 13 pitons en Martinique, chose que j'ignorais avant de m'occuper de ce dossier. Il y a des pitons au sud aussi d'ailleurs. Oui, tout à fait. Et c'est vraiment quelque chose que... il y a plein de choses. Généralement, quand je fais des conférences, les gens me disent « Waouh, on ne savait pas tout ça, on a découvert plein de choses. Merci beaucoup de nous apprendre que notre biodiversité est si riche. » Et notre volcanisme également, puisque les gens ignoraient... Autant ils savaient que la Pelée était célèbre, autant les pitons, ils ignoraient que c'était quelque chose aussi d'exceptionnel. Donc oui, j'ai appris beaucoup de choses. Malika Nestouré, on est dans la phase terminale de la promotion. On attend forcément le soutien de la population, mais pas seulement, le soutien de tous ceux qui aiment la Martinique, en fait. Alors en fait, Monsieur Zobda le disait tout à l'heure, c'est la fin d'une partie, mais le début d'une autre. Tout à fait. Et effectivement, mais là, il faut d'abord qu'on obtienne cette reconnaissance. C'est cela. Et effectivement, la démarche de communication que nous menons a plusieurs objectifs. L'objectif, effectivement, de pouvoir préciser après plus de 10 ans d'élaboration de dossiers, qu'enfin, on arrive à l'épilogue, en tout cas, de cette partie, et donc de positionner la date pour que le plus grand nombre soit au courant. D'ailleurs, je précise que le 17, puisque c'est le 17 normalement que le dossier devrait passer, il sera possible de suivre en direct le comité sur le site martiniquemerveilledumonde.com. Et puis de pouvoir... Le 17 est un dimanche. Le 17, c'est un dimanche, avec, comme ça va se passer en Arabie Saoudite, donc à Riyad, donc il y aura un décalage horaire, donc ça sera sûrement dans la nuit. Bon, ils se lèvent pour regarder les matchs de foot mais c'est exactement, pour soutenir la Martinique, il faut c'est exactement ce que je dis, c'est-à-dire qu'il y a bien des gens qui se lèvent pour regarder des matchs de basket ou de football ou de courses de Formule 1, donc il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas des gens qui le fassent. Et puis la deuxième chose, c'est notre Eurovision à nous. C'est ça. Et puis la deuxième chose, c'était de pouvoir expliquer un peu comme on l'a fait aujourd'hui, pourquoi. Quels sont les éléments qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir prétendre à cette distinction internationale. Et on va voir d'ailleurs le tout dernier film que vous avez fait réaliser. Oui. On le regarde et puis on va conclure l'émission. Pas bien grand, mais celui qui toute force nous élit l'espoir nous toujours. J'en moins qu'à crier que malgré moi j'en voyage visiter tout pays. Yo c'est moi préféré, c'est pays moi, c'est la caille moi, c'est la moi qui vivait.
Voilà, Malika, magnifique. Franchement, on peut dire que tous les films qu'on a vus depuis tout à l'heure sont extraordinaires et mettent bien en valeur la beauté de la Martinique. Alors, c'est vrai que parfois, on me dit que, que j'insiste un peu sur les détails, mais c'est vrai qu'on a fait le choix de valoriser comme il se devait cette Martinique qui est juste extraordinaire. Donc, on a vraiment fait une communication de qualité, avec des images de qualité. Je remercie toutes les personnes qui ont contribué, parce que c'est vrai que les images permettent effectivement de témoigner de comment est-ce que cette Martinique est une merveille. Voilà. On arrive à la fin de l'émission. Madame Jubénaud, si la Martinique si les Pitons du Nord et la montagne Pelée sont reconnus et inscrits au patrimoine matériel de l'UNESCO, qu'est-ce que ça va changer pour la Sauterre? Écoutez, on est des agents qui présentons la Martinique comme elle est et le plus naturellement possible. Ce que je souhaite, c'est qu'avant tout, les Martiniquais se prennent l'ancrage et s'ancrent dans leur patrimoine naturel, dans leur patrimoine immatériel. Et je lance un appel. Il n'y a pas que le Lassotais dans les pratiques d'entraide de labo, il y a le Lafouitais, il y a le Fouilletais. Et il faut aussi qu'on arrête de faire de la monoculture, mais qu'on fasse vraiment de la biodiversité dans notre partie culturelle. Donc c'est peut-être un espace pour améliorer notre savoir-être et notre savoir-faire. Guillaume Biscardi, même question à vous. Qu'est-ce que ça va changer pour le Conservatoire botanique national de Martinique? Ça va nous donner encore plus de responsabilités, comme disait M. Zobda tout à l'heure. Ça va aussi nous permettre d'étudier plus profondément cette biodiversité. Ça va nous permettre, je l'espère, de collaborer avec les îles d'à côté, qui sont aussi patrimoine mondial de l'UNESCO et avec lesquelles on va pouvoir mettre en place des recherches scientifiques et des travaux, L'accès à certains financements sera peut-être aussi plus facile, non ? On l'espère, évidemment. C'est sûr que quand on demande des financements pour faire de la conservation dans un domaine UNESCO au niveau national et même au niveau international, ça parle un petit peu plus. Mais voilà, mais ça va nous donner surtout, je parle pour le conservatoire parce qu'on a une responsabilité de conservation de certaines espèces. Une espèce endémique d'une île qui est classée patrimoine mondial de l'UNESCO, le conservatoire a intérêt à faire bien son travail pour qu'elle ne disparaisse pas. Donc, Malika Nestoré, donc après le 17 septembre, parce qu'on ne doute pas en fait que la Martinique, les volcans Piton du Nord et Montagne Pelée seront inscrits au patrimoine matériel de l'UNESCO. La suite pour vous, ça va être quoi? Il y a aussi des échéances. Vous serez d'ailleurs sur la Transat Jacques Vabre, de ce que j'ai compris. Alors oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette distinction sera effectivement un atout de plus à valoriser avec la filière café, par exemple. Avec la filière café, avec plein d'autres choses qui font, encore une fois, que cette Martinique est merveilleuse. Et effectivement, ça sera le début. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on passera sur un autre type de communication avec effectivement le logo de l'UNESCO, etc., que l'on pourra apposer. Et puis, une communication à l'international, puisque effectivement, on aura ces touristes, et donc avec un travail qui est réalisé avec le CMT pour effectivement leur donner les éléments d'argumentation, de promotion pour qu'ils puissent aller chercher ces touristes qui viendront découvrir ces sites. Gabrielle Meaux, on a commencé avec vous, on termine avec vous, mais vous avez 30 secondes. Donc je vous laisse conclure. Écoutez, j'ai hâte qu'on soit au 17 septembre. En ce qui concerne le parc naturel régional, suite à l'inscription, on va continuer à coordonner le plan de gestion de ce bien UNESCO et pour continuer à préserver notre bien, améliorer les connaissances, mettre en avant toute la partie culturelle aussi liée à cette candidature et puis continuer l'aspect coopération internationale, tourisme, agriculture durable, etc. etc. Bon, mais tous derrière la Martinique, même si on ne pourra pas forcément influencer le résultat, mais en tout cas montrer que la Martinique est unie derrière cette candidature. Merci mesdames, merci monsieur. Merci aussi à David Zobda et à Gaëtan Paderna qui ont participé à cette émission. Écoutez, on se retrouve peut-être le 18 septembre pour faire la fête. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour une prochaine émission. Bonne soirée, bonne journée. Connectez-vous, likez, partagez. Martinique, merveilledumonde.com